Je m'appelle Adrien et j'ai 28 ans. La nuit où mon entreprise a célébré ma percée dans le domaine de l'intelligence artificielle a été le moment exact où j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais vraiment aimé. Je me tenais sur la scène du Palais des Congrès de Paris en écoutant les applaudissements de centaines de cadres technologiques, mais mes yeux étaient fixés sur le premier rang. Les sièges VIP réservés à mes parents et à ma sœur étaient complètement vides. Ils n'avaient pas seulement manqué l'étape la plus importante de ma carrière, ils l'avaient activement boycottée. Quelques heures plus tôt, ils avaient jeté mon invitation officielle de côté pour aller dîner au Meurice, un restaurant haut de gamme, afin de célébrer ma sœur à la place. Leurs dernières paroles résonnaient encore dans mes oreilles, ils m'avaient dit qu'ils ne se montreraient jamais là-bas avec moi, que cela embarrasserait toute la famille et que j'étais une honte familiale. Mais ils ne savaient pas que j'avais invité quelqu'un d'autre pour occuper ce fauteuil vide, ma tante Monique. Et ils ne savaient certainement pas que notre PDG était sur le point d'annoncer une récompense massive qui allait changer une vie à la télévision en direct, non pas pour moi, mais pour la personne assise précisément sur ce siège réservé à la famille. À peine une heure après la fin de la diffusion, l'écran de mon téléphone s'est allumé dans l'habitacle sombre de ma voiture avec 49 appels manqués de mes parents et des dizaines de messages paniqués me suppliant de répondre, puis est venu le regret. Au cours des 5 dernières années, mon bureau est pratiquement devenu mon adresse permanente. J'ai échangé une vie normale contre un poste d'ingénieur logiciel chez Novatech Solutions. J'ai passé des centaines de nuits à dormir sur un canapé en tissu étroit dans la salle de pause en utilisant mon manteau d'hiver comme couverture. Je gardais des piles de soupe en conserve dans le tiroir de mon bureau et je mangeais mes repas froids en fixant mes 2 moniteurs, refusant de prendre de véritables pauses déjeuner. Je suis resté au bureau pendant 5 vacances de Noël consécutives alors que le reste du bâtiment était vide. J'ai travaillé pendant chacun de mes anniversaires sans gâteau, sans cadeau ni célébration. Je me concentrais uniquement sur la compilation et le débogage du code source de l'intelligence artificielle car j'avais besoin que le projet réussisse. Le bourdonnement des serveurs était le seul son que j'entendais la plupart des nuits. Pendant ces années d'épuisement, mon téléphone sonnait fréquemment. Mon père, Marc, et ma mère, Sylvie, n'appelaient pas pour s'enquérir de ma santé ou de mon travail, ils appelaient pour me dicter des instructions financières. Ils exigeaient que je transfère de larges pourcentages de mon salaire mensuel directement sur leur compte bancaire. Ils utilisaient mes gains pour payer le loyer d'un appartement de luxe dans le centre de Paris pour ma sœur Léa. Ils me forçaient également à couvrir les frais mensuels du club social exclusif de Léa. Ils traitaient mon compte bancaire comme un fonds communautaire pour son mode de vie. J'envoyais l'argent parce que je croyais que cela me permettrait d'obtenir leur approbation. La situation a atteint un point de rupture un mardi après-midi pendant ma phase de test finale. J'ai vérifié le solde de mon compte et j'ai vu qu'il était presque vide. J'ai refusé d'envoyer les 2000 € qu'ils demandaient pour le prochain gala du club de Léa, expliquant que je devais payer mon propre loyer. Mes parents m'ont appelé immédiatement, furieux de mon défi. Tu dois virer cet argent tout de suite car Léa a une réputation publique à maintenir, a ordonné mon père via le haut-parleur. Je ne peux pas l'envoyer car j'ai mes propres factures et mon compte est presque épuisé, ai-je répondu. Ma mère lui a pris le téléphone pour me dire que mon travail était complètement invisible, que je restais assis dans une arrière-salle à taper du code ennuyeux toute la journée et que personne ne me voyait. Elle a ajouté que Léa travaillait dans les relations publiques, qu'elle interagissait avec des gens importants et qu'elle avait besoin d'avoir l'air de réussir pour avancer, alors que je n'avais pas besoin d'argent pour les apparences. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Ils ont prouvé leur favoritisme extrême moins d'un mois plus tard. J'ai découvert la vérité via une publication sur les réseaux sociaux. Léa avait mis en ligne une photo tenant les clés d'une voiture de sport neuve, une Alpine rutilante. Mes parents se tenaient à côté d'elle, souriant fièrement. J'ai appris qu'ils avaient vendu leur seul véhicule fiable, une vieille camionnette, et qu'ils étaient allés à la banque pour signer les papiers d'un prêt personnel à taux élevés. Ils avaient combiné l'argent de la vente et du prêt bancaire pour acheter ce véhicule à Léa simplement pour qu'elle puisse maintenir une image de richesse devant son cercle social. J'ai passé tout cet hiver-là à marcher jusqu'à l'arrêt de bus sous la pluie battante tandis que Léa parcourait la ville dans un véhicule financé par les dettes de mes parents et mes chèques de paie précédents. C'est à ce moment précis que j'ai accepté la réalité. Je n'étais rien de plus qu'un outil financier pour ma famille.
J'ai refusé de jouer ce rôle plus longtemps. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone et j'ai transféré chaque euro vers un nouveau compte d'épargne personnelle verrouillé. J'ai supprimé leur nom de la liste d'accès. J'ai annulé les transferts automatiques récurrents qui allaient au propriétaire de l'appartement de Léa. J'ai complètement coupé tout soutien financier à ma famille. Lorsque les messages furieux ont commencé à inonder mon téléphone pour exiger des explications, j'ai éteint l'appareil et je l'ai posé face contre terre sur mon bureau. J'ai redirigé chaque once de ma frustration et de ma colère vers ma programmation. Je restais assis sur ma chaise de bureau 18 heures par jour. J'ai écrit des milliers de lignes de code et j'ai lancé les diagnostics du système encore et encore. J'ai corrigé les erreurs de logique, éliminant chaque bug que je pouvais trouver dans l'architecture du système. J'ai regardé l'intelligence artificielle traiter les données plus rapidement que n'importe quel modèle précédent sur le marché. J'ai arrêté d'attendre que mes parents valident ma valeur. J'ai décidé d'utiliser le succès de ce projet pour forcer l'entreprise à reconnaître ma valeur indépendante. J'ai finalisé la construction du logiciel, j'ai appuyé sur le bouton d'envoi et j'ai expédié le projet terminé directement au conseil d'administration, sachant que je venais de sécuriser mon avenir. 4 jours avant la cérémonie de reconnaissance de l'entreprise, j'ai conduit ma voiture jusqu'à la maison de banlieue où vivaient mes parents. Je portais une enveloppe lourde et épaisse dans ma main droite. C'était l'invitation officielle du conseil d'administration. Je me suis garé dans l'allée, j'ai monté les marches en béton et j'ai ouvert la porte d'entrée. Marc et Sylvie étaient assis dans le salon à regarder la télévision. Je me suis dirigé directement vers le centre de la pièce et j'ai posé l'enveloppe sur la table basse en verre devant eux. Le papier épais présentait le logo de l'entreprise embossé à l'encre d'argent. Il indiquait clairement les exigences du code vestimentaire formel et contenait également 2 billets imprimés pour la section VIP du premier rang réservée spécifiquement à la famille immédiate du lauréat. Je me suis tenu là et j'ai expliqué que l'entreprise reconnaissait officiellement l'architecture d'intelligence artificielle que j'avais construite. Je leur ai dit que l'événement représentait le sommet de ma carrière professionnelle et que je voulais qu'ils soient assis dans ces sièges pour être témoins de ma réussite. Marc s'est penché en avant et a ramassé l'enveloppe. Il a sorti l'invitation, a jeté un coup d'œil au texte argenté pendant moins de 3 secondes et l'a rejeté sur la table en verre. Le papier a glissé sur la surface lisse et s'est arrêté près du bord. Il ne m'a pas félicité et n'a posé aucune question sur le prix. Au lieu de cela, il a secoué la tête et a laissé échapper un court rire méprisant. Il a croisé les bras et s'est adossé à son fauteuil, déclarant qu'il n'avait absolument aucune intention de gaspiller sa précieuse soirée assis dans un auditorium bondé. Il a affirmé avec un ricanement qu'il ne passerait pas des heures à écouter des discours technologiques ennuyeux dont personne ne se souciait ou ne comprenait rien. Il a qualifié tout l'événement d'entreprise de perte de temps inutile. Sylvie a immédiatement été d'accord avec lui. Elle n'a même pas pris la peine de regarder l'invitation sur la table, gardant ses yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Elle a parlé d'un ton complètement froid et détaché, m'informant que leur emploi du temps pour cette soirée spécifique était déjà complet. Elle a déclaré avec dédain qu'ils avaient réussi à obtenir une réservation de dîner très exclusive au Jules Verne, l'un des restaurants les plus chers et les plus prestigieux de Paris. Je lui ai demandé pourquoi ils avaient besoin d'une réservation de dîner le soir même de ma cérémonie. Elle a répondu sans aucune hésitation que Léa venait de réussir à acheter une collection de maquillage de créateurs en édition limitée très exclusive. Sylvie a affirmé que le nouvel achat cosmétique de Léa élevait son statut social et qu'il devait célébrer cette amélioration de son mode de vie dans un lieu haut de gamme. Ils ont choisi d'honorer un achat de maquillage plutôt que mes 5 années de travail d'ingénieur. Je les ai regardés, assimilant l'absurdité absolue de sa déclaration. Avant que je puisse dire un mot de plus, Sylvie a ancré ses yeux dans les miens. Son expression s'est durcie en un dégoût pur. Elle a élevé la voix, portant le coup final à notre relation, en disant qu'ils avaient déjà réservé une table et qu'ils ne se tiendraient jamais à mes côtés car j'étais une honte pour la famille. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai regardé l'invitation VIP posée sur le bord de la table. J'ai regardé Marc, qui a simplement reporté son attention sur l'écran de télévision. Puis j'ai regardé Sylvie. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté.
J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai pas permis à une seule larme de couler de mes yeux. La colère et le désir désespéré d'obtenir leur approbation ont complètement disparu, remplacés par une prise de conscience froide et solide. Je savais exactement ce que je devais faire. Allez-y et profitez de votre dîner, je ne dérangerai plus jamais cette famille, ai-je répondu fermement. J'ai tourné le dos immédiatement sans attendre de réponse. J'ai marché droit dans le couloir, mes pas résonnant sur le parquet. J'ai atteint la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans l'air froid de la soirée. J'ai tiré la porte derrière moi, m'assurant qu'elle s'enclenchait et se verrouillait. Je suis descendu vers ma voiture garée, je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le moteur a rugi. J'ai passé la vitesse et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai quitté le quartier sans regarder dans le rétroviseur. J'ai officiellement effacé chaque attente que j'avais envers ma famille biologique. J'ai accepté le fait que j'étais complètement seule. 3 jours avant l'événement, je suis entré dans un café tranquille du centre de Paris. Je suis allé directement à une table d'angle et je me suis assis en face de ma meilleure amie, Chloé. J'ai placé le ticket VIP bordé d'argent sur la surface en bois entre nous. J'avais besoin d'une solution concrète pour le siège familial vide au premier rang car je refusais que les dirigeants de l'entreprise voient une chaise vacante à côté de mon nom pendant la diffusion en direct. J'ai expliqué la situation très brièvement. Chloé a écouté mes paroles attentivement, mais elle n'a offert aucune pitié inutile ni parole de réconfort vide. Elle savait que je ne voulais pas de sympathie, j'avais juste besoin d'un plan pratique. Chloé a immédiatement ouvert son ordinateur portable et l'a posé sur la table. Elle s'est connectée au réseau et a commencé à taper, affirmant fermement que nous devions inviter quelqu'un qui méritait réellement de s'asseoir dans ce siège VIP spécifique. Elle a ouvert un site de voyage et a commencé à chercher des horaires de vol. Au même moment, elle a ouvert un deuxième onglet pour regarder des robes de soirée formelles car elle comprenait que le code vestimentaire exigeait une tenue stricte pour les invités du premier rang. Elle a navigué sur un service de location de vêtements haut de gamme et a sélectionné une robe bleu foncé classique et élégante. Elle a vérifié les mesures, a entré ses propres informations de carte de crédit et a réservé la robe pour une livraison le lendemain. Chloé a géré efficacement toute la logistique compliquée pendant que je réfléchissais à la bonne personne à appeler. Nous avons finalisé tout le plan de préparation en 20 minutes. Plus tard cet après-midi-là, je suis rentré à mon appartement. Je me suis assis sur mon canapé, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai parcouru ma liste de contacts. Je me suis arrêté et j'ai composé le numéro de ma tante Monique. Elle était une bibliothécaire à la retraite qui vivait une vie tranquille, complètement détachée de la dynamique toxique de ma famille immédiate. Elle était aussi la seule parente qui avait montré une inquiétude sincère et constante pour mon bien-être physique. Pendant mes phases de codage les plus épuisantes, quand je passais des nuits consécutives à dormir sur le canapé du bureau, Monique envoyait constamment des colis directement au service courrier de l'entreprise. Elle envoyait des pâtisseries maison, des collations saines et des notes écrites à la main. Elle n'a jamais demandé un seul euro et n'a jamais rien exigé en retour de sa gentillesse. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix semblait chaleureuse. Je suis allé droit au but sans hésitation, expliquant que je détenais un billet VIP exclusif pour une cérémonie de reconnaissance majeure. Je lui ai dit que l'événement avait lieu dans quelques jours à Paris et je lui ai demandé si elle serait prête à traverser le pays pour assister à la cérémonie en tant qu'invitée familiale officielle. Peu importe l'importance de l'événement, je veux juste être là pour te soutenir, a répondu Monique immédiatement. J'ai ressenti un immense sentiment de soulagement en entendant sa voix assurée. Je l'ai remerciée en précisant que Chloé avait déjà réservé le vol et préparé une robe pour elle, et que j'avais transféré les détails de la confirmation aérienne directement sur son adresse email. Le lendemain matin, j'ai conduit ma voiture jusqu'à l'aéroport d'Orly. Je me suis tenu près de la porte des arrivées et j'ai regardé les passagers franchir les portes vitrées coulissantes. Monique est entrée dans le terminal en tirant une petite valise usée. Elle s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras. Nous sommes allés au parking, avons chargé ses bagages et sommes retournés à mon appartement. Chloé est arrivée 1 heure plus tard avec une grande housse à vêtements. Elle l'a ouverte et a sorti la robe de soirée bleu foncé qu'elle avait réservée.
Monique l'a essayé dans la chambre d'amis et la coupe était absolument parfaite. Nous trois avons passé le reste de l'après-midi à finaliser les préparatifs de l'événement, organisant le transport pour la nuit suivante et revoyant le calendrier strict de la cérémonie. Assis dans mon salon avec Chloé et Monique, j'ai observé le soutien calme et constant qu'elles offraient. Personne ne réclamait mon argent. Personne ne se plaignait des choix de restaurant. Monique a posé des questions spécifiques sur mon projet d'intelligence artificielle et a écouté attentivement mes réponses. Sa présence simple et sincère a complètement comblé le vide massif laissé par mes parents et Léa. Je me sentais enfin prêt pour la cérémonie. À 19h précises, les portes principales du grand auditorium du Palais des Congrès se sont finalement fermées. Des milliers de cadres, de chefs d'industrie et de représentants des médias remplissaient les sièges. Les lumières se sont tamisées, signalant le début de la diffusion en direct. Notre PDG, Monsieur Lefebvre, a traversé la scène avec assurance. Il s'est approché du podium, a ajusté le micro et a regardé la foule immense. Il n'a pas perdu de temps avec de longues présentations inutiles car il voulait aller droit au fait. Il a immédiatement commencé à discuter du redressement financier récent de la société, détaillant comment l'entreprise avait fait face à une grave crise économique il y a tout juste 12 mois. Il a ensuite expliqué comment un seul projet d'ingénierie logicielle avait complètement changé la trajectoire de la compagnie. Il a pointé directement le premier rang et a annoncé mon nom à l'assistance, me créditant officiellement pour mon algorithme d'intelligence artificielle qui avait sauvé l'entreprise de la faillite. Le public a éclaté en applaudissements nourris. Je me suis levé de mon siège VIP, j'ai salué la foule et je me suis rassis à côté de Monique. Monsieur Lefebvre a levé la main pour calmer la salle, déclarant que reconnaître la réussite technique d'un employé n'était tout simplement pas suffisant. Il a expliqué que le conseil d'administration s'était réuni plus tôt cette semaine et avait décidé d'établir une toute nouvelle initiative d'entreprise. Monsieur Lefebvre a annoncé le lancement officiel du fonds de dotation pour l'héritage des employés. Il a expliqué les paramètres stricts de cette nouvelle fondation, précisant qu'elle avait été créée pour honorer le système de soutien invisible derrière nos employés les plus précieux. Il a souligné que le génie technique nécessite d'immenses sacrifices personnels et que les personnes qui soutiennent discrètement ces sacrifices méritent leur propre reconnaissance. Monsieur Lefebvre a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans l'auditorium. Il a ouvert un dossier en cuir noir posé sur le podium, s'est penché vers le micro et a officiellement annoncé Monique comme la première récipiendaire du prix de la Fondation. Ma tante s'est figée complètement sur son siège. Elle a arrêté de respirer pendant une seconde, totalement incapable de traiter l'annonce. Les caméramens ont immédiatement pivoté leur équipement. Un projecteur blanc éclatant a balayé l'auditorium et s'est fixé directement sur notre section. Monique fixait la scène en état de choc absolu. Je me suis penchée, j'ai saisi sa main et je l'ai doucement aidée à se lever. Les écrans numériques géants au-dessus de la scène projetaient son visage à toute la salle. Elle restait immobile, regardant les milliers d'élites de l'industrie applaudir pour elle. Un représentant de l'entreprise a rejoint Monsieur Lefebvre sur scène avec un certificat encadré. Monsieur Lefebvre a repris la parole en détaillant le contenu exact de la récompense. Il a déclaré que la Fondation accordait formellement à Monique le droit permanent d'occuper et d'utiliser une propriété de vacances de luxe appartenant au fonds. Il n'en est pas resté là et a continué à lire le document légal officiel, précisant que la récompense incluait également un voyage de luxe entièrement financé en première classe à travers le Japon et l'Europe. Enfin, il a annoncé qu'il lui offrait une adhésion à vie à un club de golf et de loisirs exclusifs sur la Côte d'Azur. La valeur monétaire de la récompense combinée était absolument stupéfiante. Tout ce pack appartenait uniquement à une bibliothécaire retraitée qui s'était simplement souciée de m'envoyer de la nourriture pendant mes jours les plus sombres. J'ai guidé Monique vers l'allée centrale. Elle a marché lentement sur le tapis et a monté le petit escalier vers la plateforme principale. Les applaudissements redoublaient d'intensité. Des larmes coulaient sur son visage alors que Monsieur Lefebvre lui serrait fermement la main. Il lui a remis le certificat encadré et elle s'est tenue devant les caméras, serrant le cadre contre sa poitrine. Elle semblait submergée par cette immense générosité. Je suis resté debout à ma place au premier rang en applaudissant fort.
Je n'ai ressenti aucun regret concernant ma décision, seulement un calme profond et constant. J'ai regardé les caméras diffuser le sourire larmoyant de Monique aux téléspectateurs de tout le pays. L'événement était diffusé en direct sur plusieurs réseaux technologiques majeurs. Je savais avec une certitude absolue que Marc, Sylvie et Léa étaient actuellement assis au Meurice. Je savais qu'ils tenaient leur téléphone ou fixaient un écran de restaurant. J'ai réalisé qu'ils regardaient ma tante recevoir exactement le mode de vie luxueux qu'ils avaient violemment exigé de moi pendant des années. La fondation venait de remettre à Monique le prix ultime, prouvant à des milliers de personnes qu'un soutien sincère produit toujours la plus grande récompense. À près de 23 heures, l'événement s'est officiellement terminé. Monique a fini de serrer les mains des membres du conseil d'administration et de répondre aux questions des journalistes spécialisés. Nous sommes sortis du palais des congrès par la sortie arrière et nous nous sommes approchés de ma voiture. J'ai ouvert la porte passager pour elle et je me suis installé au volant. Au moment où j'ai démarré, l'ordinateur de bord s'est connecté à mon téléphone. L'écran du tableau de bord s'est immédiatement allumé, clignotant rapidement avec un flux continu d'alertes numériques. L'affichage indiquait exactement 49 appels manqués. Des dizaines de messages inondaient l'écran. Ils venaient tous de Marc, Sylvie et Léa. Le système affichait automatiquement les aperçus des textes. J'ai regardé les mots paniqués défiler. Marc exigeait que je réponde tout de suite, Sylvie écrivait que je devais expliquer ce qu'ils venaient de voir. J'ai compris qu'ils avaient regardé toute la diffusion en direct depuis leur table coûteuse au Meurice. Ils avaient vu les dirigeants remettre à Monique le mode de vie qu'ils convoitaient. Leur message passait rapidement du choc à l'hostilité pure. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton de sourdine sur la console. J'ai complètement ignoré leurs demandes furieuses. Ma priorité était d'amener Monique dans un environnement sûr et calme. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée dans le chaos inévitable de ma famille. J'ai navigué dans les rues de Paris et je l'ai conduite dans un hôtel de luxe voisin. J'ai géré son enregistrement à la réception et je lui ai remis la clé de sa chambre. « Repose-toi bien ce soir car tu l'as absolument mérité », lui ai-je dit fermement. Elle m'a remercié pour tout en me serrant dans ses bras avant de se diriger vers les ascenseurs. Je suis retournée à ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Il était presque minuit. Je me suis éloignée de l'hôtel vers mon propre complexe d'appartements. Les rues étaient presque vides, me permettant de conduire sans m'arrêter. Je serrais le volant, me préparant mentalement à la confrontation. Je savais que Marc, Sylvie et Léa n'allaient pas simplement envoyer des messages et se coucher. Ils venaient de perdre le contrôle d'un actif financier massif et ils voulaient un coupable. Je suis arrivée à mon immeuble, je me suis garée et j'ai traversé le hall principal. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai attendu. Les portes métalliques ont coulissé et je suis montée. J'ai pris une grande inspiration. L'ascenseur s'est arrêté, la cloche a résonné et les portes se sont ouvertes lentement. Je suis sortie dans le couloir et je me suis arrêtée immédiatement. Léa, Sylvie et Marc se tenaient directement devant la porte de mon appartement. Ils bloquaient complètement mon entrée. Ils ignoraient l'heure tardive et le risque de réveiller mes voisins. Léa portait encore sa robe de soirée coûteuse du restaurant. Son visage était déformé par une jalousie et une rage extrême. Marc faisait les 100 pas sur la moquette tandis que Sylvie me fixait dès que je suis sortie de l'ascenseur. Il semblait hostile, prêt à lancer une attaque au milieu du couloir silencieux. « Où étais-tu et pourquoi n'as-tu pas répondu à nos 50 appels » a crié Sylvie en s'avançant vers moi. J'étais occupée à conduire mon invité à son hôtel, ai-je répondu d'une voix totalement neutre. Tu nous as humiliés en donnant un manoir à une bibliothécaire retraitée, a hurlé Léa en pointant son doigt vers mon visage. Je n'ai pas bronché. Je suis restée ferme dans le couloir. J'ai sorti mes clés de ma poche et j'ai regardé directement dans les yeux furieux de Léa. J'observais le désespoir pur qui émanait de mes parents. Ils avaient quitté leur dîner haut de gamme pour courir droit vers ma porte afin de se battre pour un bien qu'ils n'avaient jamais gagné. J'ai serré mes clés fermement, avançant pour établir la limite finale absolue avec ces gens qui m'avaient traité de honte. Je me suis arrêtée à quelques centimètres de la porte verrouillée. Léa s'est mise en travers de mon chemin, bloquant physiquement la serrure.
Elle n'a pas demandé d'explication sur la diffusion, elle n'a pas baissé la voix par respect pour les voisins. Elle a aboyé un ordre direct en disant que je devais appeler l'entreprise et exiger qu'il change le bénéficiaire immédiatement car cet actif devait appartenir à la famille. Je n'ai pas reculé. Je me suis avancée, j'ai poussé légèrement son épaule sur le côté et j'ai inséré ma clé dans le verrou. Je n'ai pas regardé son maquillage ruiné ni sa mâchoire contractée. J'ai tourné la clé jusqu'à entendre le clic lourd. J'ai poussé la porte de quelques centimètres, positionnant mes pieds fermement sur le seuil pour bloquer l'entrée afin qu'aucun d'eux ne puisse entrer de force. Le contrat du fonds est clos, les avocats de l'entreprise l'ont confirmé et personne n'a le droit de le changer, ai-je répliqué calmement. Marc a entendu la finalité absolue dans mon ton. Il a compris la réalité juridique. Il a réalisé que la propriété de vacances de luxe et les adhésions au club de golf étaient définitivement hors de sa portée. Il a serré son poing droit et a frappé le mur du couloir avec une force extrême. L'impact a produit un bruit sourd qui a résonné dans tout l'étage. Il a juré bruyamment et a tourné le dos, totalement vaincu par les règles rigides de l'entreprise. Sylvie a vu Marc abandonner et a immédiatement changé d'approche tactique. L'hostilité a disparu de son expression et elle a forcé des larmes dans ses yeux en quelques secondes. Elle s'est avancée et a saisi mon avant-bras gauche fermement. Elle a commencé à pleurer bruyamment, implorant ma sympathie. Elle me rappelait sans cesse notre lien biologique, plaidant qu'il m'avait élevé et logé et qu'il méritait donc un pourcentage massif de mon succès récent. Elle affirmait qu'une vraie famille devrait toujours partager les récompenses financières quels que soient les désaccords passés. J'ai regardé ses mains serrer ma manche sans ressentir aucune culpabilité ni obligation. J'ai retiré mon bras rapidement, brisant sa prise physique. Léa a vu que Sylvie ne parvenait pas à me manipuler et a instantanément changé de stratégie elle aussi. Les cris agressifs ont cessé. Elle s'est mise à sangloter avec force, couvrant son visage de ses deux mains, se transformant en victime impuissante. Elle m'a accusé d'être entièrement responsable de leur misère actuelle, prétendant que j'avais délibérément caché les informations sur le fond de l'entreprise pour les piéger. Elle affirmait que j'avais orchestré toute la diffusion télévisée spécifiquement pour l'humilier devant ses amis de la haute société. Elle pleurait en disant que mon silence intentionnel avait ruiné son dîner coûteux au Meurice et détruit sa réputation publique, exigeant des excuses de ma part pour lui avoir causé une telle détresse émotionnelle. Je me tenais dans l'embrasure de la porte et je regardais leurs performances coordonnées. J'écoutais les reproches changeants, les fausses larmes et les demandes désespérées d'argent. J'ai reconnu exactement les mêmes tactiques de manipulation qu'ils utilisaient contre moi depuis 5 ans. J'ai décidé de mettre fin à ce cycle de manière permanente la même, dans le couloir. Je les ai regardés tous les trois et j'ai parlé clairement pour m'assurer qu'ils entendaient chaque mot. J'ai déclaré que j'acceptais leurs excuses soudaines strictement pour ma propre paix mentale, mais j'ai précisé que mon acceptation ne signifiait ni pardon ni réconciliation future. J'ai établi ma limite finale absolue en les informant que je coupais toute communication financière pour toujours. Je leur ai ordonné de ne plus jamais me demander un seul euro, un prêt bancaire ou une faveur. Je leur ai dit que leur accès à ma vie et à mes ressources était définitivement terminé avec effet immédiat. J'ai reculé dans mon appartement sombre et j'ai saisi la poignée intérieure de la porte. Je n'ai pas attendu que Marc se retourne, ni que Sylvie s'arrête de pleurer, ni que Léa finisse ses plaintes ridicules. J'ai tiré la porte en bois avec force et je l'ai claquée directement au visage. Le grand bruit a fait taire leur voix instantanément. J'ai tourné le verrou 2 fois, sécurisant la barrière physique entre nous. Je suis restée dans mon entrée silencieuse et j'ai écouté leurs pas étouffés s'éloigner enfin vers l'ascenseur. 4 mois après cette nuit explosive, la structure de ma famille a complètement changé. Les conséquences réelles de leurs habitudes financières les ont finalement rattrapées. Léa a rapidement atteint le plafond de ses multiples cartes de crédit. Elle a continué d'essayer de maintenir son image publique de richesse en achetant des vêtements de créateurs et en assistant à des événements sociaux coûteux, mais elle n'avait plus mon salaire mensuel transféré sur son compte pour couvrir ses dépenses extravagantes. Elle a tenté de demander de nouvelles lignes de crédit, mais les banques ont rejeté ses demandes immédiatement. Les prêteurs ont envoyé plusieurs lettres d'avertissement concernant son prêt automobile à taux élevés, mais elle a ignoré les avis.
Mardi dernier, une équipe de recouvrement est arrivée à son complexe d'appartements. Ils ont accroché sa voiture de sport neuve à une dépanneuse et l'ont saisie en plein jour. Son cercle social d'élite a été témoin de tout l'événement humiliant et elle a perdu son faux statut instantanément. Marc et Sylvie ont immédiatement paniqué et ont tenté de la sauver de la faillite. Ils ne pouvaient pas m'appeler pour de l'argent car ils savaient que j'appellerais la police pour signaler une violation de domicile s'ils se présentaient à nouveau à ma porte. Ils ont tenté d'utiliser des parents éloignés pour me transmettre des messages, mais j'ai également bloqué ces numéros. Ils ont été contraints de liquider leurs derniers actifs, vendant leurs actions de retraite et vidant leur compte d'épargne d'urgence juste pour payer les dettes de Léa et les pénalités de ses cartes de crédit. Ils ont même dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison de banlieue. Ils vivent actuellement dans un stress financier constant et une amertume extrême, regardant mon succès à distance, complètement paralysés par la limite stricte que j'ai établie dans ce couloir. Ils ont fait leur choix et maintenant ils en paient le prix littéral. Monique a connu un résultat complètement différent. Elle a officiellement déménagé dans la propriété de vacances de luxe appartenant au fonds de dotation des employés. Elle a fait ses valises, a quitté son modeste appartement et s'est installée dans la spacieuse maison au bord d'un lac. Le fonds de l'entreprise paie toutes les taxes foncières et les frais d'entretien. Elle passe ses matinées à lire des livres sur la grande terrasse en bois surplombant l'eau. Elle utilise son adhésion à vie pour jouer au golf chaque week-end. Elle a également récemment réservé son voyage de luxe entièrement financé au Japon. Elle profite d'une retraite paisible, respectée et confortable. Elle m'invite régulièrement à dîner, créant l'environnement familial calme et protecteur que j'ai toujours voulu mais que je n'avais jamais eu. Ma vie professionnelle a également progressé de manière significative durant ces 4 mois. Le conseil d'administration a examiné les données finales de la mise en œuvre de mon algorithme d'intelligence artificielle et a reconnu l'augmentation massive des revenus qu'il a générés pour l'entreprise à l'échelle mondiale. Le conseil exécutif a tenu une réunion spéciale et m'a officiellement promu directeur des systèmes d'intelligence artificielle. J'ai emménagé dans un bureau d'angle beaucoup plus grand au dernier étage du siège social. Je gère maintenant une équipe dédiée de 50 ingénieurs. Le jour où l'entreprise a annoncé ma promotion, mon téléphone a vibré sur mon nouveau bureau. J'ai déverrouillé l'écran et lu un court message de Chloé qui disait simplement que j'avais mérité chaque bride de tout cela. Elle avait tout à fait raison. En repensant à toute la situation, j'ai réalisé plusieurs leçons inestimables. La valeur fondamentale d'un être humain n'est jamais déterminée par le rejet, le favoritisme ou le jugement sévère de sa famille biologique. Votre véritable valeur est créée entièrement par vos propres capacités, votre résilience et votre travail acharné constant. Établir une limite personnelle rigide et incassable n'est pas un acte de cruauté, c'est le seul moyen pratique de protéger votre santé mentale et les fruits de votre travail contre les personnes toxiques. Enfin, la véritable famille ne se définit pas par l'ADN partagé, elle appartient aux personnes qui choisissent activement de se tenir à vos côtés pendant vos moments les plus sombres et les plus épuisants. Pas seulement aux opportunistes qui apparaissent soudainement lorsque vous atteignez enfin le succès. Cette histoire est un rappel puissant que le succès ne se mesure pas seulement aux chiffres ou aux titres, mais aussi à la qualité des personnes dont nous choisissons de nous entourer. Adrien a dû traverser des années de solitude et de manipulation pour enfin comprendre que sa valeur ne dépendait pas du portefeuille de sa sœur ou des exigences de ses parents. En France, comme ailleurs, la pression familiale peut parfois être étouffante, mais le courage de dire non est souvent le premier pas vers une véritable liberté. Ce récit nous enseigne que le respect se gagne par les actes et non par le sang. La récompense de tante Monique n'est pas seulement un coup de chance, c'est la preuve que la bonté désintéressée finit toujours par être reconnue, tandis que l'avidité mène inévitablement à la perte de tout ce que l'on possède. C'est une leçon sur l'importance de protéger son énergie et de ne pas laisser ceux qui ne nous ont pas soutenus dans l'ombre venir profiter de notre lumière. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de claquer la porte au nez de votre famille biologique pour protéger votre paix intérieure, ou pensez-vous que les liens du sang méritent toujours une seconde chance malgré la toxicité ? Partagez votre avis dans les commentaires.